Si le 10, c'est un raz-de-marée, ce sont des centaines et des centaines de milliers de personnes qui manifestent à travers la France, ce sont des centaines et des centaines de piquets de grève, d'usines occupées, etc., etc. Mais oui, de fait, le 17, le 18, le 20, le 24, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que le 10, il soit réussi. Ta préoccupation en tant qu'organisation syndicale, lorsque tu te réunis sur la base de la colère qui émane non pas de ta bureaucratie syndicale, mais qui émane de la spontanéité des gens, etc., etc. Cette colère qui t'amène à te réunir, elle doit t'amener aussi à te réunir pour discuter de comment tu mets les conditions nécessaires pour que le 10 soit réussi. Comment tu fais en sorte que chaque fédération, jusqu'au dernier secteur syndical, jusqu'à la dernière unité départementale, la dernière unité locale, que tout le monde soit chaud bouillant sur le 10. Il faut leur dire, vous n'avez rien d'autre à faire que le 10. Il faut que le 10, tous vos collègues y soient en grève, que tous vos collègues y soient dans la rue, qu'il y ait un comité de grève, qu'il y ait un piquet de grève, etc. Ça doit être ça la préoccupation. Les amis, je vous propose, on va partir d'un post que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, par rapport à cet appel des directions syndicales. Donc, c'était le 11 août dernier, d'accord? Bon, moi, j'étais en vacances et l'intersyndicale, elle était en vacances, mais moi, je me préoccupais déjà du 10. Notamment avec RP, on avait déjà lancé un article pour dire à quel point il était important de rejoindre le 10. Je dis ça dans ce post Twitter. Je dis, donc, les directions syndicales sortent un communiqué de 5 paragraphes pour dire ce que tout le monde sait déjà. Il faut lutter contre le budget anti-ouvrier de Bayrou, alors qu'elles passent leur temps à jouer au thermomètre du fatalisme et de la démoralisation. Pour une fois qu'il y a une agitation importante par en bas, que des gens posent une date au 10 septembre pour appeler à lutter, les organisations syndicales, elles, vont attendre le 1er septembre pour se réunir et ne font même pas le moindre commentaire sur la date du 10 dans leur communiqué. Parce que c'est ça quand même qui est assez fou. Donc là, les amis, vous voyez, c'est le communiqué de l'intersyndicale qu'ils ont sorti début août. Ils ne mentionnent à aucun moment la date du 10 septembre. Donc, pour appeler à lutter, alors qu'elles passent leur temps à jouer au thermomètre du fatalisme et de la démoralisation, pour une fois qu'il y a une agitation importante par en bas, que des gens posent une date au 10 septembre pour appeler à lutter, les organisations syndicales, elles, vont attendre le 1er septembre pour se réunir. C'est déjà quand même une sacrée dinguerie. C'est-à-dire que les gens, ils discutent du 10 septembre et toi, c'est le 1er septembre que tu vas à peine te retrouver pour discuter. Vous avez suivi depuis l'annonce de Bayrou le 25 août dernier où il a annoncé qu'il allait faire le vote de confiance. Au 8 septembre, soi-disant, l'intersyndicale, elle a dit on va avancer de 3 jours. Donc, ils l'ont avancé à ce matin, ce vendredi, leur réunion. Mais vous voyez bien que, enfin je veux dire, quand tu vois que tout l'été, ça s'agite autour du 10 septembre, tu fais pas un courrier début août pour dire on va se rencontrer dans un mois pour discuter de qu'est-ce qu'on va faire au moment de la rentrée. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, elles vont attendre le 1er septembre pour se réunir et ne font même pas le moindre commentaire sur la date du 10 dans leur communiqué. Le danger, c'est qu'elles appellent à une date contradictoire, mais suffisamment rapprochée pour dynamiter le 10 et diviser dès le départ. Et ça va être l'objet de la discussion. Mais même dans le scénario où elles finiraient par appeler au 10 septembre, à la suite de cette réunion, le faire 9 jours avant limitera l'impact. Le temps nécessaire pour réellement faire le travail d'appel sur le terrain, et ne parlons même pas des secteurs importants du public, type SNCF, RATP aérien, qui ont besoin d'au moins 15 jours avant la date pour déposer un préavis de grève, ce qui est impossible avec une décision qui viendrait le 1er septembre. Les amis, dans la fonction publique, de manière générale, les transports, etc., l'aérien, notamment, c'est les lois Diard de la présidence Sarkozy. Il faut dorénavant ce qu'on appelle une alarme sociale. Vous déposez une alarme sociale 15 jours minimum avant le jour de grève. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire grève le 15 septembre, faut à minima avoir déclenché une alarme sociale le 1er septembre. Après, c'est trop tard. Après, vous pouvez pas poser de préavis de grève et faire grève ce jour-là. D'accord? Donc, il y a 15 jours. Et ensuite, vous savez, il y a ce qu'on appelle les déclarations individuelles où en fait, on doit se déclarer 48 heures. Moi, par exemple, je suis aiguilleur de train. Si je veux faire grève, par exemple, mercredi à 6 heures, je dois me déclarer avant le lundi à 6 heures. Vous voyez que c'est toute une... Ça n'empêche pas de lutter.
ça rend plus difficile le fait de pouvoir lutter, mais néanmoins, vous voyez que c'est une sorte d'usine à gaz qui nécessite que des organisations syndicales, s'il y a une date qui est le 10 septembre, tu ne réunis pas le 1er septembre ni le 28 août pour commencer à discuter de qu'est-ce qu'on va faire, comment on fait les choses. Sinon, tu sais très bien que tu vas pas mobiliser vraiment les secteurs syndicaux, etc., et notamment des secteurs stratégiques comme la RATP, etc. Je finis le poste. Voilà les manœuvres dès le départ de la bureaucratie syndicale. Attendre le mois d'août pour réagir, puis attendre encore un mois juste pour se réunir. C'est une farce. Ils ne peuvent pas faire une visio, s'appeler 20 fois s'il le faut, échanger dès maintenant sur la date que beaucoup martèlent pour démarrer la rentrée. Non, ils attendent de finir tranquillement leurs vacances pour discuter à peine d'un texte présenté en juillet. Certains diront, ils ne disent pas qu'ils ne font rien. Ça, c'est une certitude. Non, ils ne disent pas ça. Mais ils emploient leur méthode habituelle pour éviter la radicalité qui s'exprime en bas, préférant garder la main et le contrôle afin de sauver le dialogue social. Et je terminerai là-dessus avant de donner la parole à GG pour qu'il s'exprime pour qu'on mette les pieds dans le plat directement. On va parler du 10. Mais je veux dire, le 10, on le découvre pas, donc ça va faire partie de la discussion. Ce qui est important, c'est cette date notamment du 18 et cet appel de l'intersyndicale. Mais vous voyez bien que dès le 11 août, les amis, c'est-à-dire il y a quasiment un mois, je dis que le danger, c'est qu'elles appellent à une date contradictoire, mais suffisamment rapprochée pour dynamiter le 10. Et appeler le 18, c'est ce qu'ils viennent de faire. C'est-à-dire d'appeler à une date contradictoire, mais suffisamment rapprochée pour dynamiter le 10. Et je vais dire pourquoi je dis ça. Parce que quand vous dites que le 10, c'est nébuleux, c'est désorganisé, on ne sait pas qui se cache derrière, c'est gazeux, etc., etc. Quand vous êtes une organisation syndicale, quand vous dites ça, je prends l'exemple de Sophie Binet qui a dit que c'est nébuleux. Néanmoins, la CGT, elle a fait un conseil national et ils appellent, on va le voir aussi avec GG, ils mettent quand même certaines guillemets dans leur appel, mais bon, ils appellent au 10, il y a d'autres fédérations qui appellent clairement au 10 dès le départ, bien avant tout ça. Mais vous voyez bien qu'entre un appel que eux considèrent nébuleux le 10 et un appel de l'intersyndicale que eux ont décidé le 18, si vous êtes militant syndical attaché à l'appareil syndical, vous allez mettre votre énergie dans quoi? Dans le mouvement nébuleux, gazeux, on comprend pas, on sait pas, il y a des fachos, c'est pas clair, c'est pas ceci, c'est plus jadiste, c'est machin. Est-ce que vous allez mettre votre énergie là-dedans? Et ensuite, vous allez 2 jours après dire aux gens allez vite, il faut refaire grève la semaine prochaine, etc. Et faire en sorte que peut-être les gens, ils vont te dire frérot, moi j'ai fait grève le 10, c'est peut-être un peu trop rapide de refaire encore grève une journée de 24 heures comme ça, le 18. Ou est-ce que si vous êtes un militant syndical attaché à l'appareil, vous allez pas vous dire moi j'ai aucun intérêt que mon appel des syndicats il soit pourri et faire en sorte que le 10 ça soit fort. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes forces dans le 18. Je vais mettre mes forces dans le 18 parce que le 18, il n'est pas possible pour nous d'avoir dit que là-bas c'est nébuleux et de faire en sorte que là-bas ça soit massif et que notre journée des syndicales soit nulle. Parce que sinon ça veut dire quoi? Quand on est un bureaucrate syndical, ça veut dire que la spontanéité, les masses, etc., la colère par en bas, elle est plus organisée, plus massive que ton appel à toi par en haut. Et ça, la bureaucratie syndicale, elle ne l'acceptera jamais. Elle n'acceptera jamais qu'un appel qui vient de Telegram, de Facebook, de TikTok, de je sais pas quoi, il s'impose et il soit plus massif qu'un appel avec l'ensemble des organisations syndicales de ce pays. C'est pour ça, les amis, que je vous dis que leur stratégie, elle est dangereuse, c'est-à-dire que ils appellent à une date contradictoire, mais en même temps rapprochée pour donner l'impression que ils s'englobent dans le truc. Et je me tais. Vas-y GG, donne-nous ton avis sur tout ça. Bon, déjà, il faut avoir en tête ce qui est en train de se jouer autour du 10, parce que peut-être il faut repartir de grand angle avant de rentrer dans la discussion sur la direction syndicale. Ce qui se joue, c'est l'unité de notre classe. Vous vous rappelez des débats des Gilets jaunes, pour ceux qui étaient dans le mouvement et tout ça. C'est ça, c'est l'unité entre un secteur plus organisé, dans les syndicats, etc., peut-être plus dans des grandes entreprises, en CDI, etc., mais c'est pas toute la classe ouvrière qui est organisée dans les syndicats. Et un secteur moins organisé, qui était moins souvent en train de lutter, mais dans les Gilets jaunes, qui a explosé, qui était présent. C'est des petites entreprises, des gens plus précaires, etc., et la question qui s'était posée à l'époque, déjà, c'était la question de l'unité, c'est-à-dire entre ces deux secteurs. Et à l'époque, les directions syndicales, comme vous savez, avaient tourné le dos
très, très, très fortement. Donc maintenant, bah, évidemment, beaucoup de gens ils repartent de cette époque-là, et les directions syndicales elles-mêmes, elles gardent en tête ce mouvement. Pourquoi? C'est même pas pour dire qu'il va y avoir un gilet jaune numéro 2 et tout, mais c'est parce que à l'intérieur des syndicats, et notamment à l'intérieur de la CGT, qui est un syndicat combatif important, enfin dit combatif plutôt dans les plus combatifs, on va dire, c'était la pire crise entre base et sommet depuis ultra longtemps. Depuis ultra longtemps. Et ça, ils n'ont pas envie de le revoir. Et du coup, vous voyez que les contradictions qu'ils ont, les directions syndicales, c'est-à-dire mettez-vous dans la tête de Sophie Binet et de son équipe, par exemple, pour la CGT. D'un côté, ils veulent pas être autant contestés que l'a été, parce que vraiment, à l'époque des Gilets jaunes, tu avais vraiment la base du syndicat qui était pro-Gilets jaunes et le sommet qui disait que les Gilets jaunes, ils font des violences, etc. Nous, on condamne. Dès qu'il y a eu cette date du 10, il a commencé à se rejouer les trucs de Gilets jaunes, mais un peu moins fort. Sophie Binet, elle a dit nébuleux, nanana, mais ils osaient pas aller jusqu'au bout parce que je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, même quand le mouvement avait commencé, Martinez, il était en mode, voilà, c'est l'extrême droite, on l'a vu, nanana. Il a fallu attendre 2 mois pour qu'ils disent le gilet jaune et gilet rouge ensemble, ça peut faire joli. Donc maintenant, ils sont face à cette contradiction. Et gardez en tête aussi quoi? En fait, la direction de la CGT, il y a quand même une opposition à l'intérieur et tout ça. Elle a en tête que le dernier congrès, Sophie Binet, elle est arrivée, elle s'était même pas présentée au début. Hein. C'était un congrès de crise, le dernier congrès. Il y avait une opposition. Philippe Martinez, il avait dit une successeuse, et puis c'est pas du tout elle qui a été là au final et tout. Et donc, la direction de la CGT, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle doit à la fois apparaître comme moins pourrie qu'à l'époque et pas trop s'opposer aux Gilets jaunes ou au 10 septembre maintenant. Mais de l'autre côté, elle veut essayer de faire de l'alliance avec la CFDT une question stratégique. C'est-à-dire pour elle, elle veut refaire l'intersyndicale qu'elle a fait dans le mouvement des retraites, mais ad vitam aeternam. Donc elle a fait la pétition cet été, comme vous l'avez vu, une pétition, voilà, sans appel à la lutte ni à quoi que ce soit. Et maintenant, face au 10 septembre, en fait, la CGT, elle choisit de se lier les mains elle-même dans une alliance avec la CFDT. Croyez pas que c'est juste, c'est pas. Oui, la CFDT, elle impose la ligne à l'intersyndicale. La CGT, elle est très contente de ça parce que ça lui permet de justifier face à son opposition que non, il vaut mieux l'unité, etc. D'ailleurs, ils ont cédé assez facilement. Moi, je trouvais même assez dingue comment tu vois. Déjà en 2023, c'était Martinez qui était derrière Berger, où c'était vraiment, il y avait cette histoire de bromance, d'un amour retrouvé entre la CGT et la CFDT, qui était assez dingue. Je veux dire, enfin Berger, qui était quelques années avant, faut s'en souvenir, c'était le gars qui revendiquait la loi El Khomri. Laurent Berger disait qu'il a rédigé 80% de la loi El Khomri. C'était ça, c'est ça la CFDT, les amis. Et donc voir comment on a relégitimé Laurent Berger, on l'a mis en avant. Et je trouve que Maryse Léon, je sais plus si c'est Maryse ou Marie-Lise. Marie-Lise, ouais. Marie-Lise Léon. Donc l'intersyndicale, elle se fait dans les locaux de la CFDT, d'accord? Et c'est Marie-Lise Léon qui lit le communiqué de l'intersyndicale et qui parle de la date du 18 septembre. C'est quand même assez incroyable. Et c'est Sophie Binet qui a ses côtés sur la gauche qui acquiesce, etc., etc. Et ça dit quelque chose. Moi, je trouve que, ok, on peut se dire c'est pour les caméras, machin, mais je veux dire quand même, les organisations syndicales, elles sont quand même un petit peu attachées à tout ce qui est forme, etc. Ils aiment bien les trucs bien encadrés, bien discutés, bien décidés. Quand tu acceptes de faire une intersyndicale dans les locaux de la CFDT, que la première personne qui parle pour l'intersyndicale, c'est la patronne de la CFDT, et que derrière, en fait, ça correspond à son agenda, parce que la veille, elle avait dit qu'elle allait proposer une date qui était différente du 10 septembre, finalement, tu t'es en train de te dire que c'est comme en 2023. Berger, il voulait pas le blocage de l'économie parce qu'il disait bloquer l'économie, c'est bloquer nos salaires. Et finalement, tu vois que la CFDT, là, elle a pas envie, en fait, de la jouer radicale et quoi que ce soit. Et elle appelle à une autre date, et la CGT, ça lui va très bien. Ouais, c'est clair. Et en plus, pourquoi on reste un petit peu de temps sur ça? C'est parce que c'est très important pour la suite de la mobilisation, ou enfin même le début, parce que ça n'a pas commencé. Et vous savez que nous, on est une organisation qui accorde beaucoup d'importance à la question de la stratégie dans la lutte de classe. Il suffit pas juste de lutter, de se mobiliser, on va en parler après, mais
Il y a, par exemple, la lecture que Mélenchon il fait des organisations syndicales, etc. Il y a beaucoup en fait qui pensent que non, mais ça va, c'est pas grave en fait, qu'il y a la Fédération de l'énergie le 2, la Fédération de je sais pas quoi le 4. Ça fait des vagues, ça fait des mouvements et ça fait une mobilisation. Mais nous, on se pose la question de la stratégie. Et sur la question de, vous savez, ce truc de l'intersyndical, je vous promets qu'on va être amené à le revoir et le re-revoir. Parce que quand les syndicats ils sont en crise, il y a ce qu'ils avaient appelé à l'époque le syndicalisme rassemblé. Maintenant, ça existe dans la CGT comme débat, etc. Mais en 92, Louis Vianney, c'est le dirigeant de la CGT et il impulse le syndicalisme rassemblé. C'est quoi? C'est qu'en gros, les syndicats, quand il y a eu le gouvernement de Mitterrand, et Mitterrand s'est retourné contre la classe ouvrière, etc., tournant de la rigueur, tout ça, les syndicats, ils sont restés l'arme au pied, ils ont été éclatés, comme sûrement vous connaissez. Et donc, les ouvriers, ils se sont mobilisés par eux-mêmes. Dans la fin des années 80, il y a eu les coordinations cheminotes en 86, infirmières en 88, dans l'aéro, etc. Et donc, les syndicats, ils étaient ultra inquiets de voir des mobilisations qu'ils ne contrôlaient plus, et donc il fallait qu'ils se récupèrent. C'est de là que naît en 92 l'idée de syndicalisme rassemblé et que ça commence à être important dans la CGT. Ensuite, il y a eu toute une évolution, etc. Et aujourd'hui, je trouve qu'on voit revenir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même un cycle de lutte de classe. Il y a eu les Gilets jaunes, mais il y a eu les autres luttes de classe où les directions syndicales étaient contestées à différents moments. Et nous, on a été acteurs de ça. La coordination RATP-SNCF, ANAS, c'était un acteur important de ça. Donc, il faut garder en tête ça. Les directions syndicales, elles doivent trouver un moyen de tenir un mouvement. Et l'intersyndicale dans la réforme des retraites leur est apparu un bon moyen. Franchement, ils avaient la main et c'était difficile de contester leur autorité sur le moment à ce moment-là. Ça, c'est la première chose. Et maintenant, je pense qu'on peut enchaîner sur une autre truc qui est important aussi à avoir en tête, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il me semble, il y a à la fois la crise politique et la crise sociale. Donc la crise sociale, vous voyez, les attaques sociales brutales, etc., la colère sociale qu'il y a dans le pays, c'est ultra remis en cause, la question du budget, etc., les propositions. Enfin, il n'y a aucun appui de l'opinion publique au budget de Bayrou. Et il y a aussi la crise démocratique qu'on a vue au moment notamment des législatives, la dissolution, les différentes nominations qu'il faisait Macron et tout ça. Et c'était pas un en même temps que l'autre. Aujourd'hui, il est en train de se poser les deux dans la même séquence politique. Donc vous voyez que les directions syndicales qui sont en train de séparer les deux séquences, c'est horrible. Ça refait la chose que nous, on avait dénoncée dans les retraites. Dans les retraites, vous vous rappelez, quand ils ont fait passer par 49.3, le 49.3 a énervé tout le monde, a même radicalisé certains secteurs de grève, à Châtillon, les cheminots, des raffineries, etc. Les syndicats, l'intersyndicale, ils ont dit, nous, on n'appelle pas devant l'Assemblée nationale, on n'appelle pas le jour du 49.3, parce que nous, on n'intervient pas sur la question de la crise politique. Et là, ils sont en train de rejouer la même question, l'intersyndicale, en disant, voilà, le 10, c'est pas notre question. Je propose de faire une mini-pause. On va mettre la déclaration... de l'intersyndicale. On va écouter ce qu'elle dit. Intersyndicale CFDT. On est quel jour aujourd'hui? On est le 29, c'est ça? 29 08 2025. On va essayer d'écouter ce qu'elle raconte. Ah, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, nos organisations appellent à une journée de mobilisation sur l'ensemble du territoire le 18 septembre 2025, y compris par la grève et la manifestation. Le musée des horreurs du projet de budget doit être abandonné, les exigences sociales doivent être enfin prises en compte. Nous voulons des moyens budgétaires à la hauteur des missions des services et des politiques publiques, des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité, des investissements dans une transition écologique juste et la réindustrialisation de la France et des mesures contre les licenciements. La justice fiscale, avec la mise en place de dispositifs qui taxent les gros patrimoines et les très hauts revenus, contraignent le versement des dividendes et conditionnent fortement les aides aux entreprises, une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans. Ça, c'est la déclaration. Elle a fait une interview. Voilà. Elle dit « Maryse Léon assumait ouvertement sa logique. C'est important qu'on se mobilise au moment où on saura qu'il y aura un gouvernement. Parce que l'important aussi, c'est d'avoir aussi un interlocuteur. Le 10 septembre, je ne sais pas qui sera l'interlocuteur des manifestants.
enfin, je veux dire, ça dit tout de la logique, quoi. C'est faire lutter pour avoir du dialogue social derrière. Ah, exactement. Ouais. C'est vrai que moi je suis allé plus vite que la musique. En fait, je parlais comme si tout le monde connaissait cette citation. Mais c'est exactement ce que je disais. C'est tout faire pour éviter la crise politique. Tout faire pour éviter. En fait, c'est envoyer un message de dire la classe ouvrière n'a pas à intervenir sur les questions de crise politique, crise par en haut, crise démocratique. On n'a pas à intervenir. Et ils ont dit ailleurs dans un communiqué, je crois, quel que soit le gouvernement, nous on se préoccupe que du budget, des attaques sociales. Quel que soit le gouvernement, oui évidemment, quel que soit le gouvernement, on va lutter. Mais le problème c'est que l'autoritarisme, le bonapartisme dans le pays, les attaques, les passages en force, tout ça, si la classe ouvrière n'intervient pas, bah on va remettre que aux élections en fait. C'est ça la question. Je voulais juste dire un truc avant qu'on rentre dans une petite discussion que j'aimerais qu'on ait sur la position notamment de la France insoumise, parce que c'est la position, on va dire, à gauche la plus intéressante. Mais enfin, pour moi, pour être peut-être raccord sur ce qu'on est en train de dire sur la question du 18 septembre, si on doit trouver un point positif au 18 septembre, c'est qu'il existe, d'accord? C'est-à-dire d'une certaine manière, c'est que les organisations syndicales, elles soient contraintes d'appeler. Parce que la réalité, les amis, c'est qu'eux, ils avaient prévu d'appeler à rien du tout. Ça fait 1 an et demi, voire même plus que depuis le 16 juin 2023, date de la dernière journée de grève de la réforme des retraites, il n'y a plus eu aucun appel de l'intersyndicale. D'accord? Il ne s'est rien passé. Ça vous aura pas échappé quand même qu'il y a un génocide à Gaza, que la France participe à envoyer des armes, participe à réprimer, participe à ce génocide, etc. Des patrons d'entreprise. Il y a en même temps des records de dividendes qui sont faits, une inflation, etc., etc. Je veux dire la réforme des retraites, l'assurance chômage. Il y a énormément de choses. Je veux dire, il y a eu 1001 raisons pour lesquelles les syndicats auraient pu se mobiliser. Mais vous avez vu qu'au contraire, c'est le retour du dialogue social. Ça a été le conclave qui a été un sketch. Je veux dire, ils se sont mis pendant des mois à se réunir quasi quotidiennement avec les patrons du MEDEF pour au final que même les patrons du MEDEF disent mais ça sert à rien en fait. Il n'en est sorti rien les amis. Je veux dire, ils ont fait un conclave pour rien du tout. Donc les organisations syndicales, elles étaient là-dedans. Elles étaient dans la discussion. Souvenez-vous, Sophie Binet, été 2024. JO de Paris, qu'est-ce qu'elle dit? La CGT ne veut pas gâcher la fête. Souvenez-vous de Bernard Thibault, ancien patron de la CGT, qui est en train de courir avec la flamme olympique. C'est quand même fou. Le mec fait partie du conseil d'administration à la garantie sociale des Jeux Olympiques. Il est là pour garantir que ça se passe bien, pour que ça bouge pas, pour qu'il n'y ait pas une oreille qui bouge pendant les Jeux Olympiques. Et donc oui, les organisations syndicales, les amis, il faut être honnête. Pourquoi ils sont comme ça à la dernière minute? C'est parce qu'il y a cette date du 10, il y a cette colère qui est apparue, qui est une colère spontanée, qui est une colère cumulée de plusieurs mois, plusieurs années de frustration, d'attaque, d'austérité, etc., etc. Cette colère, elle émane de différents groupes dans les réseaux sociaux, façon gilet jaune, même si ça n'a rien à voir avec le mouvement des gilets jaunes, parce que je pense qu'on a aussi toutes et tous tiré des bilans du mouvement des gilets jaunes. Néanmoins, cette colère qui s'exprime et qui s'exprime aussi dans des sondages, moi j'avais parlé une fois du sondage Odoxa, où c'est quasiment 89% de la population qui sont opposés au budget de Bayrou. C'est quelque chose d'assez incroyable. Je veux dire, c'est des niveaux de contestation dignes de la réforme des retraites en 2023. Et c'est ça, les amis, qui contraint les directions syndicales à devoir dire on va se réunir et derrière de se réunir pour décider d'une date. C'est pour ça, les amis, pas pour le budget. Parce qu'il y a déjà eu, je crois, tu me corriges, mais je crois qu'il y a eu 3 propositions de budget déjà. Il y a eu Barnier et puis Bayrou et le budget de Bayrou, il est passé déjà en début d'année. Parce que la parade, ça a été le conclave pour que le PS ne censure pas. Et pourtant, les organisations syndicales, elles n'ont pas appelé à la grève contre le budget de Barnier. Et elles n'ont pas appelé à la grève contre le budget de Bayrou derrière en début d'année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si elles appellent à la grève, c'est parce qu'elles voient qu'il y a une radicalité qui est en train d'émaner de secteurs de la société civile, pour dire de cette manière-là, de travailleuses, travailleurs, de chômeurs, de précaires, de personnes en situation de handicap, etc. De gens qui sont pas spécialement des militants ni organisés syndicalement. C'est de ça que eux ils décident de se réunir. Et au final,
tu décides de te réunir pour sortir une date différente. Et que, alors oui, c'est positif qu'ils soient obligés de se réunir et t'appeler à la grève, mais le problème, les amis, c'est que il faut que le 10 soit réussi. Moi, je suis pas capable de vous dire, moi, je suis même pas capable de vous dire il faut qu'il y ait une grève reconductible. Il y en a, ils disent ouais, le 11 on continue et le 12 et le je sais pas. Moi, les amis, sincèrement, je suis pas en mode gauchiste, full gauchiste où je considère que le 11, il y aura grève. Et je sais pas s'il faut qu'il y ait le 11 grève. Je suis pas un opposé à la journée de grève de 24 heures. Mais la journée de grève de 24 heures, elle doit servir de tremplin. Elle doit servir à chauffer l'ambiance, pour dire d'une certaine manière. Et on a besoin que le 10, ça soit réussi. Ça sert à rien d'avoir le 10 et le 18. Je m'en fiche, moi, du 18. Je m'en fiche. Parce que si le 10, il est explosif, il y aura une date qui va s'imposer de toute façon dans les jours et les semaines qui suivent. Vous voyez ce que je veux dire? De fait, si le 10, c'est un raz-de-marée, ce sont des centaines et des centaines de milliers de personnes qui manifestent à travers la France, ce sont des centaines et des centaines de piquets de grève, d'usines occupées, etc., etc. Mais oui, de fait, le 17, le 18, le 20, le 24, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut que le 10, il soit réussi. Donc, en fait, ta préoccupation en tant qu'organisation syndicale lorsque tu te réunis sur la base de la colère qui émane non pas de ta bureaucratie syndicale, mais qui émane de la spontanéité des gens, etc., etc., cette colère qui t'amène à te réunir, elle doit t'amener aussi à te réunir pour discuter de comment tu mets les conditions nécessaires pour que le 10 soit réussi. Comment tu fais en sorte que chaque fédération, jusqu'au dernier secteur syndical, jusqu'à la dernière unité départementale, la dernière unité locale, que tout le monde soit chaud bouillant sur le 10. Faut leur dire, vous n'avez rien d'autre à faire que le 10. Il faut que le 10, tous vos collègues y soient en grève, que tous vos collègues y soient dans la rue, qu'il y ait un comité de grève, qu'il y ait un piquet de grève, etc. Ça doit être ça la préoccupation. Mais là, tu fais quoi là? Tu vas dire, remettre ouais, tu fais grève le 18. Et puis lui, il va te dire, ouais, mais il y a le 10 avant. Ouais, bah, fais le 10. Ouais, mais frérot, si je fais le 10, je suis pas sûr de faire le 18. Ah, bah, comment on fait alors? Comment tu fais? Tu mets en grève les gens, tu discutes avec eux de 2 dates séparées d'une semaine. Alors que tu sais même pas, les gens, en fait, ils ont aussi besoin. Moi, le premier, et Gaëtan, le aussi. Les amis, moi, j'ai besoin de voir ce que ça va être le 10. Et il n'est pas exclu que le 10 soit aussi un échec. Et que peut-être il y ait une bulle, comme il y a des bulles financières, il peut y avoir une bulle de colère qui fasse que, en fait, la colère des réseaux sociaux, la colère des groupes Telegram, des groupes Facebook, elle ne se soit pas matérialisée en colère active par la grève, par la manifestation. C'est possible, les amis, et c'est pas grave. Si ça arrive, c'est pas grave. Mais ce qui serait terrible, c'est qu'on fasse en sorte que le 10 soit un échec pour que les organisations syndicales, elles gardent la face, elles, le 18, en disant « Ah bah vous voyez, hein, quand nous, les organisations syndicales, on appelle, hein, c'est plus fort, hein, on est plus costaud, nous, que le 10 quand ça vient de Telegram et de vos trucs nébuleux, etc. » Et on est là-dedans, les amis. Et je veux te faire réagir et je veux vous faire réagir sur quelque chose, c'est sur la position notamment de Jean-Luc Mélenchon. Parce que Mélenchon, il a un peu une position quasi classique qu'il a eu en 2023 et qu'il a déjà eu par d'autres moments. C'est que il ferme les yeux totalement sur les manœuvres de la bureaucratie syndicale. C'est-à-dire que il y a quand même, après, nous on est des militants engagés, etc. On a une lecture aussi avec l'expérience et autres. C'est pas tout le monde qui voit ça, mais quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un lapin de 6 semaines non plus. Le gars, ça fait plus de 50 ans qu'il est en politique, il sait très bien que si les organisations syndicales, elles se réunissent parce qu'il y a le 10 septembre et qu'elles en sortent en appelant le 18, faut dire quelque chose. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit ce matin, déjà la CGT appelle à la grève le 10 septembre partout où c'est possible. Solidaires d'eux-mêmes. Ce matin, les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grève et manifestation le 18 septembre. Le mouvement du 10 septembre s'inscrit donc dans la durée. Le mouvement septembriste va donc s'enraciner. Le 8, Bayrou part. Le 10, on bloque Macron. Vous voyez, les amis, pour moi, comment cette position, elle est problématique de Jean-Luc Mélenchon. Parce que ne pas voir que la date du 18
de l'intersyndicale, c'est une date pour surtout diviser plutôt que renforcer le 10, c'est faux de le rougir là et de dire que ça s'inscrit, qu'en fait l'appel de l'intersyndicale il est là pour que ça dure. C'est pas vrai. Parce que Marie-Lise Léon elle-même elle dit que c'est pour avoir un interlocuteur et qui considère que le 10 ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Elle l'a dit déjà elle qu'elle va rien faire pour le 10. Et vous voyez comment Jean-Luc Mélenchon, comme en 2023, où en fait il dit aux gens, allez-y, suivez l'intersyndicale, c'est très bien, et qui ne critique jamais en fait les journées de grève isolées, etc., etc. Le fait qu'en fait il ne fasse jamais de grève avec la volonté en fait d'en découdre avec le système, dit quelque chose. Et je terminerai là-dessus avant de passer la parole à GG sur cette question-là. Pour moi, ça montre la différence entre la logique de la gauche réformiste de Mélenchon et de notre position en tant que gauche révolutionnaire, en tant que militant marxiste. C'est-à-dire que nous, les amis, on ne voit pas la grève comme un mouvement uniquement de protestation et de colère. Parce que l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, et on peut le voir sur des vidéos, on pourra même prendre à un moment donné un passage dans leurs amphis, où il dit que lui, il est là pour des solutions institutionnelles et pacifistes, qu'il n'est pas là pour les barricades. D'accord ? Il le dit ça clairement, il l'a répété 1000 fois et je pourrais vous le montrer dans les amphis, c'est hyper intéressant à comprendre la logique. Mais ça, et il a le droit, hein. S'il y a des insoumis, moi, nous, on a un désaccord, mais on n'oblige pas les gens à être révolutionnaires s'ils ne le sont pas, vous voyez ce que je veux dire ? Mais il faut qu'on le discute quand même, parce que c'est important de comprendre cette logique-là. Notamment quand on soutient des mouvements de lutte, il faut savoir, quand on les soutient pour quel objectif ? Nous, en tant que militants révolutionnaires, quand on soutient un appel à la grève et pourquoi depuis tout à l'heure avec GG on discute de stratégie, de tactique et de bureaucratie syndicale et pourquoi on les critique, pourquoi on critique cette position-là, parce que pour nous, la victoire dans les luttes, la massification des luttes, elle est primordiale notamment pour pouvoir avancer dans des séquences qui soient beaucoup plus radicales et qui peut-être un jour peuvent nous en ramener dans un moment où la question du pouvoir ouvrier pourra se poser, dans un moment pré-révolutionnaire, révolutionnaire, etc. Ça, c'est notre logiciel en tant que militant révolutionnaire. C'est que nous, on souhaite que de mouvements de masse, que d'une colère, en fait, il y ait une stratégie, une tactique qui fasse en sorte que cette colère-là, elle se dirige vers la victoire. La réalité de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, il n'est pas pour une défaite du mouvement. Je dirais jamais que Jean-Luc Mélenchon, il est pour que la grève marche pas. C'est pas vrai. Je pense pas que Jean-Luc Mélenchon est pour que la grève marche pas. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon, lui, sa solution, c'est le débouché institutionnel. C'est que tu sois d'accord ou pas d'accord, moi, j'ai tout dans l'avenir en commun, j'ai tout dans le programme de l'Union populaire, moi, vote pour moi de toute façon. Tu gagnes pas, vote pour moi. Tu gagnes pas, vote pour moi, moi t'inquiète, je vais m'occuper des choses après. Jean-Luc Mélenchon, il est là pour proposer un débouché institutionnel, c'est-à-dire faire en sorte que ta colère, ta lutte, ta grève, elles finissent par un bulletin La France Insoumise dans l'urne. C'est pas, lui, il cherche pas que ta grève, ta lutte, elle finit en révolution ouvrière prolétarienne avec des soviets, des assemblées générales, etc. d'ouvriers. Parce que ça lui sert à rien, ça, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il a pas de rôle à jouer là-dedans, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, il faut le comprendre. Et eux-mêmes le revendiquent, disent non, on n'est pas pour une révolution prolétarienne, on n'est pas pour la lutte de classe, etc. On est pour la révolution citoyenne, on est pour le retour du peuple aux urnes, etc., etc. Mais pour être clair là-dessus, et c'est pour ça que pour moi c'est problématique que Jean-Luc Mélenchon, en fait, il sait le problème que c'est d'avoir une division des dates, mais dans son logiciel réformiste qui est que de fait, après la colère, faudra le temps des élections et le temps de la démocratie parlementaire. Moi, je suis profondément en désaccord et je pense que on ne peut pas en fait ne rien dire sur cette division des dates parce que la défaite, l'échec, les désillusions, les amis, ça renforce nos ennemis, ça renforce l'extrême droite. Le fatalisme ne nous sert à rien. Le fatalisme ne nous fera jamais avancer. Vas-y, excuse-moi GG, j'ai fait un peu long. Non, t'inquiète, en même temps, je regardais le chat là, pour voir un peu les questions. J'ai deux, trois idées dans la continuité de ce que tu disais. Déjà, les gens qui réfléchissent un petit peu au 10 septembre, au 18, quelle stratégie, etc. Parce qu'il y a des débats. Est-ce que le 18, c'est dans la continuité du 10 ? Est-ce que c'est tout d'un même mouvement ? Bon, je vais dire deux choses. La première, c'est que nous, on ne se pose pas la question de la victoire ou de la défaite dans la lutte de classe
que du point de vue des dates. Je trouve que c'est horrible, en fait, ça existe dans la gauche, dans l'extrême gauche. Tu sais, à la fin, tu discutes que des chiffres, tu te perds le 10, le 18, le 11, le 12, le 42, tu sais, c'est le loto, tu sais, mais à la fin, t'es perdu. Le numéro complémentaire. Ah ouais, le tiercé dans le désordre. Non, mais le problème, c'est que c'est pas qu'une une question de jours. Pour vous dire, nous, on n'est pas juste la grève reconductible et c'est fini. Il peut y avoir des grèves reconductibles, massives, qui ne restent que revendicatives du point de vue des revendications, que des revendications, disons, voilà, de victoire partielle, etc. Et pas politiques. Ça dépend des mouvements, mais je veux dire, la question, c'est pas qu'une grève reconductible. Il y a aussi la question des revendications. Sur ça, je veux dire une chose, l'intersyndical, sur la question des revendications, c'est aussi la CFDT qui a fixé la ligne. C'est-à-dire, par exemple, vous regardez les revendications, je sais pas si Anas, pendant que je parle, peut-être tu peux le mettre, je sais pas si tu l'as, le communiqué de l'intersyndical. C'est frappant parce que les revendications, elles sont soit très floues et donc elles engagent à rien. C'est vraiment genre, on veut un peu du mieux-disant social, c'est genre des mesures contre les licenciements. Bon ben voilà, ça mange pas de pain. Soit sur les retraites, l'abandon de 64 ans, c'est-à-dire les mêmes formules que disait la CFDT pendant le conclave. C'est-à-dire c'est même plus le retrait de la réforme des retraites, que la CFDT était pour, hein, sur le papier en tout cas. Maintenant, c'est la même chose qui est dit dans le conclave, c'est-à-dire abandon des 64 ans, mais pas de toute la réforme des retraites, et même pas de retour potentiellement à 62 ans. Donc ça, c'est pour vous dire un peu les revendications, et surtout le pire du point de vue des revendications, c'est ce que je disais tout à l'heure, la séparation des questions sociales et politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune revendication qui touche au gouvernement, à l'autoritarisme, au passage en force, au 49.3, au tout pouvoir du président, qui a le pouvoir de nommer qui il veut, etc., etc. Donc nous voulons des moyens budgétaires à la hauteur des missions, des services et des politiques publiques, des mesures pour lutter contre la précarité et renforcer la solidarité. Putain, j'avais même pas lu ça, mec, hein, tu m'apprends quelque chose. Des investissements dans une transition écologique juste. Putain, c'est incroyable. La justice fiscale, ok. C'est quoi la justice fiscale? C'est n'importe quoi. Il n'y a même pas, une revendication. Il n'y a pas un petit truc en fait. Ben, ça n'engage à rien, c'est un truc. Bah oui. Moi, Ouais, je me des rappelle mesures pour lutter contre la précarité, fais ce que tu veux, tu vois. Tu peux lui écrire, nous revendiquons, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Aidez les pauvres. Nous voulons aider les pauvres. on veut que ça, c'est un peu mieux. On veut juste être un peu mieux. Mais ça, et en plus, vous savez, c'est pas, ça, c'est des vraies discussions stratégiques. Par exemple, les révolutionnaires, après mai 68, ils réfléchissaient beaucoup comme ça, que les directions syndicales qui laissent la grève se généraliser, donc c'est pas à nous de faire un appel, de faire un carnet de revendications, de faire quoi que ce soit, c'est trop bien parce que du coup, ça n'engage personne à rien. Donc après, les directions syndicales, elles peuvent aller négocier. De toute façon, elles sont tenues par rien. Elles sont pas tenues par la base, par une promesse qu'on se fait. Normalement, une lutte, c'est quoi? Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait des luttes dans mon usine. Une lutte forte, c'est tu commences, démocratiquement, tu décides tous ensemble, et tu te fais une promesse. Tu fais une promesse, voilà, ce qu'on vise, c'est ça. Ce qu'on vise, c'est, on veut 100 euros d'augmentation. C'est carré, c'est net, c'est précis. J'ai besoin de 100 euros de plus pour vivre, ou 200, ou 300. Et tu commences ta lutte comme ça. Ça veut pas dire qu'après, en fonction du rapport de force, peut-être dans la grève, tu prends des tartes que tu n'avais pas prévues, j'en sais rien, il y a des notes qui se barrent. Tu vas être obligé de faire un compromis, j'en sais rien. Mais tu commences pas la bataille déjà en faisant comprendre que t'es éclaté au sol, que tu es nul et que bon le peu qu'on aura sera déjà pas mal. Déjà des mesures contre les licenciements. S'il vous plaît, donc bon, l'ambiance elle est comme ça et surtout ce que je disais tout à l'heure, à mon avis c'est important. Mais c'est pour ça que tu sens que ça les gave de ouf en vrai. Tu sens que c'est, vas-y, on n'est même pas d'accord sur rien. Il y a même pas déjà la démission. Enfin, tu vois que déjà ça sent pas, ils sont pas en affrontement avec le régime, quoi. Bah oui, exactement. Et du coup, en fait, pour moi, on comprend mieux la séquence dans laquelle on va rentrer si on pose la question aussi comme ça, c'est-à-dire pas que en termes de date. Parce que si on pose que en termes de date, ça ouvre, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire là, le truc que Mélenchon, que Anas il disait tout à l'heure, c'est-à-dire non, mais regarde, en gros, tu te calcules le 18. C'est en termes de chiffres. 18, c'est plus petit que 25. Oui, c'est bon. Ok, donc ça veut dire c'est proche de 10. Ok, donc ça veut dire c'est le même mouvement septembriste, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça se pose. Le problème, c'est que le 10 était posé par d'autres secteurs que les directions syndicales et plus politique.
plus politique, plus anti-Macron. Et la même question se posait à l'époque des Gilets jaunes, même si, comme Anas a dit, c'est pas le même mouvement, c'est pas tout débat pareil. Je peux donner un exemple concret. Ouais, vas-y. Je te laisse après finir l'explication, mais dans ce que tu dis. Pourquoi? Déjà, les amis, excusez-moi. C'est pas une question d'argument d'autorité ni quoi que ce soit, mais déjà, ça se voit que Jean-Luc Mélenchon, il a jamais organisé une grève. Il n'a jamais construit une grève sur le terrain. Pour pas voir, en fait, le 10 et le 18, la difficulté, je vous donne un exemple concret. Le 10, il y a grève. Le 11, on est au travail. Quand vous êtes dans mon secteur à la SNCF, je vous ai dit, pour être en grève le 18, il faut s'être déclaré le 15. D'accord? C'est-à-dire qu'entre le 11 et le 15, il me reste, grosso modo, 4 jours pour mobiliser mes collègues pour le 18. Moi, les amis, mon secteur, juste mon établissement à moi, c'est 700 salariés. Mon secteur à moi, tout le périmètre, c'est l'établissement infracirculation de Paris-Nord. Mon établissement, il va de la gare du Nord jusqu'à Compiègne. D'accord? Il y a des gares à Compiègne, à Creil, etc., etc. C'est plus de 70 postes d'aiguillage. Dites-moi, les amis, comment je fais 70 postes d'aiguillage en 4 jours pour mobiliser les gens. Ça, c'est des réalités concrètes aussi. D'accord? On n'est pas contre, on dit pas, il faut espacer les grèves des journées de 1 mois. Mais la première journée, les gens, ils ne savent pas ce que ça va donner. Peut-être les gens vont pas manifester encore, ils vont attendre de voir, etc. C'est la première journée, c'est la rentrée. Les gens, il y a beaucoup d'inconnus encore. Et faire en sorte qu'il y ait le 10 et le 18, moi je vous le dis, il y a des organisations syndicales qui vont faire en sorte d'appeler au 18. D'accord ? Il y a des organisations syndicales qui vont faire le maximum pour appeler le 18. Et on va avoir des collègues qui vont nous dire, mais moi je comprends pas, on m'a dit que la vraie date dans laquelle je devrais mettre mes forces c'est le 18, pas le 10, que le 10 c'est trop tôt, etc., etc., que tous les syndicats, l'unité syndicale c'est le 18. Parce que de fait, les amis, la CFDT, concrètement, n'appelle pas au 10. D'accord ? La CFDT n'appelle pas au 10. La CGT, elle dit... Faites grève là où c'est possible. Bon, là où c'est possible, c'est en même temps... là, ils n'ont pas écrit faites la grève là où c'est possible. Là, il n'y a pas écrit faites la grève là où c'est possible. Mais pour le 10, fais grève là où c'est possible. Pour le 18, tu as intérêt à faire grève. Pour le 10, fais si c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, entre si c'est possible et là, c'est la grève avec tous les logos tamponnés en haut, je vais choisir celle où il y a tous les logos tamponnés parce que je pense même pas avoir un tract pour le 10, je pense même pas avoir du matériel pour le 10 parce qu'on va m'envoyer que du matériel pour le 18 pour le differ sur le terrain. C'est ça, les amis. Ce qui est concret. Et donc, tu peux pas mobiliser, en fait, coup sur 2 dates en même temps alors que la première, elle n'est même pas encore passée. Et j'enchaîne. Attends, je me suis perdu en lisant un truc. Non, je recommence. T'étais sur la difficulté, ouais. tu disais à l'usine, etc. La difficulté sur comment en fait tu mobilises les gens avec des dates rapprochées comme ça. Non, et surtout, ce que je veux arriver à faire comprendre, c'est que il se joue ça dans la séquence, c'est-à-dire il y a une question qui est plus, il y a la question politique que veulent éviter les directions syndicales. C'est-à-dire en faire un mouvement purement revendicatif sur le budget, etc. et pas poser la question. Alors qu'on va rentrer dans une séquence, je sais pas, mais vous allez voir quand ça va commencer. Le 8, Bayrou il va tomber. Il va y avoir 1001 questions de qu'est-ce que va faire Macron? Est-ce qu'il va dissoudre? Est-ce qu'il va trouver un bloc qui arrive? Personne va vouloir faire un bloc avec lui. Il y a les élections municipales qui arrivent, il y a les présidentielles surtout qui arrivent. Personne va vouloir apparaître. Même après, on va débrief le débat du MEDEF. Mais moi, j'ai vu Retailleau qui est ministre et il a fait que expliquer qu'il est dans l'opposition et que c'est un dur oppositionnel. Personne veut être dans ce bateau. Donc, il va se poser cette question-là. En même temps qu'il va se poser la question sociale, de lutte, du budget, de la colère qu'il y a dans le pays. Et nous, notre stratégie, c'est d'essayer d'unifier les deux questions. Maintenant, voyez que cette question, elle va se poser. C'est pas qu'une question de date, d'accord? C'est pas qu'une question de unifier 10, 18. En fait, s'il y avait 11, 12, 13 jusqu'à 18, c'est pas ça qui résout tous les problèmes de la lutte de classe. Il y a une question que la classe ouvrière, elle peut pas être que sur des questions revendicatives. Et surtout, quand on a vu les revendications floues, elles sont vraiment éclatées, t'as même pas d'objectif. Mais il faut essayer de lier les deux. Maintenant, je vais à l'essentiel. On se demande même pourquoi ils veulent un interlocuteur. Tu vois, la réalité, c'est la réalité, c'est que la bureaucratie syndicale, elle veut essayer de sauver le gouvernement. Elle l'a déjà sauvé en acceptant le conclave. Elle a déjà sauvé Bayrou. Et là, la réalité, c'est qu'eux, ils sont pas dans la démission. Tout à l'heure, tu parlais de 2023.
au moment du 49.3, Laurent Berger, il avait dit explicitement pourquoi il n'appelait pas à la grève le jour du passage du 49.3. Tout le monde, souvenez-vous, la place de la Concorde jusqu'à minuit, où il y avait des affrontements, etc., etc. Bah, ce jour-là, il n'y avait pas grève. Parce que Laurent Berger, il avait dit « Nous ne faisons pas grève pour faire tomber un gouvernement. Nous, on est là pour des revendications. » Et donc, ça montre comment, en réalité, ils détournent réellement ce qui est le rôle des organisations syndicales. Parce que même quand on prend la charte d'Amiens, qui est soi-disant celle qui est utilisée pour séparer le politique et le syndical, en tout cas l'influence des partis politiques, ce qui n'a pas été le cas, je veux dire la CGT avec le PCF et la CFDT avec le Parti Socialiste pendant des décennies, d'accord? Donc bon, si la charte d'Amiens devait servir à ça, manque de peau, elle n'a pas servi à ça parce qu'ils ont été totalement pilotés par des partis politiques. Mais la charte d'Amiens, elle parle de lutte révolutionnaire. Elle parle de première besogne et deuxième besogne, tu vois, que oui, tu dois te battre pour des questions transitoires, économiques, pour améliorer le quotidien des gens, mais avec un but qui est celui de la prise du pouvoir ouvrier. Et en fait, vous voyez très bien comment les organisations syndicales, lorsqu'elles disent non, on n'est pas là pour faire tomber un gouvernement, ça pose problème. Et ça pose problème, l'unité syndicale. On n'est pas contre l'unité syndicale, mais c'est l'unité syndicale autour de quoi? Quel est le plan de bataille? Parce que vous voyez bien, j'ai vu dans le chat, quelqu'un a dit, ouais, dans le communiqué de la CGT, ils disent bien retrait de la réforme la retraite à 60 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Bah, qui a dit ça? Apparemment, non, l'intersyndical dit pas ça. Dans le communiqué de la CGT d'appel du 10. Et oui, mais c'est ça, voilà. Oui, mais c'est ça le problème. Et là, c'était ce que je disais du coup. Et là, le communiqué, ils disent et une protection sociale de haut niveau et l'abandon de la retraite à 64 ans. Vous voyez bien, c'est-à-dire que la CGT, ouais, elle peut avoir sa revendication à elle. Mais ça, c'est la revendication de qui, l'abandon à 64 ans? Parce qu'il n'y a pas d'unité syndicale, les amis. Il n'y a pas d'unité. Là, tu t'alignes sur la position de la CFDT. Mais tu vas dire, ah, mais moi, si je l'oblige à écrire retraite à 60 ans, eh ben en fait, ça sert à rien qu'on fasse l'unité, parce que sinon, ils vont pas accepter. Donc en fait, t'acceptes de faire l'unité, mais l'unité sur les positions de l'autre. Et moi, les amis, comme je donne un exemple de l'unité syndicale, moi, si mon ami, en fait, à chaque fois que je lui propose un resto, il me dit, non, moi, j'aime pas ce resto, moi, par exemple, je veux manger que italien, bah ouais, je peux manger italien une fois avec lui, mais en fait, pour être mon ami, il faut toujours que je te suive chez l'italien et que si par malheur je te dis viens on va manger japonais, tu me dis ah bah non moi je vais pas au resto avec toi, t'es pas mon ami en fait. T'es mon ami parce que je te suis là où toi t'aimes. Et c'est ça la réalité de cette unité syndicale. Il n'y a pas d'unité syndicale, il y a une unité syndicale sur les positions et les revendications de la CFDT. Parce que la CFDT elle est contre revenir à la retraite à 60 ans. Et donc la CGT, si elle est cohérente avec sa position, c'est-à-dire de dire qu'elle est pour la retraite à 60 ans, elle doit dire moi j'écrirai pas un communiqué commun avec toi parce que y a pas moi je suis pas pour juste l'abandon de 64 ans. Et vous voyez comment cette unité syndicale elle se fait systématiquement sur le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire sur le vent. Elle se fait sur le fait où on dit on fait pas de grève politique, on n'est pas là pour faire tomber machin etc. Et après on va te dire ah attention hein, critiquez pas trop la CFDT parce qu'après ils vont partir hein. C'est comme ça qu'on tient les secteurs. Faut savoir ça. Chez Solidaire, chez la CGT, je l'ai pas dit, mais GG et Gaëtan, il est à la CGT. Et moi, je suis chez Sudrail, pour ceux qui le savent pas. D'accord? Et vous voyez qu'on en a rien à taper, en fait. On dit ce qu'on pense. Et on est des militants valeureux, on est des militants qui avons gagné des grèves, organisé des grèves et qui avons syndiqué des gens à tire-larigot, pour dire d'une certaine manière. Et on n'a pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a l'unité syndicale? On dit ouais, critiquez pas l'intersyndicale parce qu'on est dedans. Ah ok. Ah ouais, donc je dois pas critiquer l'intersyndicale parce que moi je suis à la CGT elle est dedans. Donc si je critique l'intersyndicale indirectement, j'ai critiqué mon père et j'ai insulté ma grand-mère. Donc il faut pas que je dise grand chose. Critiquez pas trop l'intersyndicale parce que après ils vont partir. La CFDT, vous savez, hein, c'est des mous du genou, hein, c'est des flippettes, etc. Mais donc pourquoi vous les suivez et pourquoi vous faites en sorte que si vous êtes des chauds, des costauds, d'accord, si vous êtes pour la castagne, pourquoi finalement vous préférez non pas vous castagner, mais vous préférez aller suivre ceux que vous traitez de trouillards et de flippettes toute l'année et au final c'est eux qui organisent l'intersyndicale et c'est sur leur mot d'ordre et c'est sur leur date que vous vous alignez. Et ça les amis, que Jean-Luc Mélenchon
ne le critique pas, ne trouve rien à redire là-dessus, alors que ça se voit comme un éléphant au milieu de la pièce, que derrière il y a une volonté de totalement dynamiter le 10, pour moi ça c'est profondément problématique. À un moment, la CGT, dans la première page, je pense, parce que là c'est trop petit donc j'y vois pas, mais ils disent un truc du genre regardez, l'intersyndicale, elle oppose pas le 10 et le 18. Il faut juste expliquer que c'est après la décision de l'intersyndicale et tout, qu'en gros la CGT fait une note interne à ses syndicats pour justifier, disons. Je l'ai pas vu celle-là. Ah, donc ça c'est aujourd'hui. Et elle dit un truc du genre que l'intersyndicale, elle oppose pas le 10 et le 18, c'est plutôt la première page, hein, c'est au début. D'accord. Et après il y a une citation du communiqué de l'intersyndicale parce qu'il dit les mobilisations sous diverses formes, D'accord. tout ça là. Donc, la réunion interprofessionnelle de ce vendredi 29 août a décidé d'un appel à une journée de mobilisation le 18 septembre par la grève et la manifestation. Nous attirons l'attention des organisations sur le fait que, loin d'opposer les deux dates du 10 et du 18 septembre, l'intersyndicale commence son communiqué en indiquant que les travailleurs et travailleuses que nos organisations représentent sont en colère. La multiplication des mobilisations sous diverses formes le confirme. Personne ne peut méconnaître le mécontentement et la fatigue de la population. Prenant en compte le caractère inédit et évolutif de la situation, l'intersyndicale prévoit de se revoir après le 18 et se réserve la possibilité de prendre toute initiative nécessaire à tout moment. Voilà, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus. Non mais regarde, maintenant je vais vous débriefer le truc. Et voyez le niveau de folie de ce qu'ils sont en train d'expliquer. Ils sont en train de justifier en interne de la CGT parce que ils ont été poussés. Donc Sophie Binet disait c'est nébuleux, le 10, etc. Après ils ont été poussés à y aller, d'accord. Et l'intersyndicale a sorti un communiqué qui appelle au 18 et pas au 10. Ok. Maintenant ils justifient en interne de la CGT que, mais attendez, pas du tout. L'intersyndicale n'oppose pas le 18 au 10 parce qu'elle a dit dans une phrase les mobilisations sous diverses formes confirment la colère. Bah ça va du coup, pas de problème. Donc et donc ça, vous voyez, ça rejoint le truc qu'on disait sur Mélenchon tout à l'heure. C'est-à-dire si nous, c'est-à-dire nous les gens de terrain, les gens normaux qui vont lutter, qui vont perdre du salaire, qui vont se battre, risquer la répression, etc. Si nous, à la base, on n'arrive pas à faire en sorte que notre revendication, notre lutte, elle est des revendications claires, qu'on sait où on va, qu'on fixe des objectifs démocratiquement nous-mêmes, dans les assemblées générales, etc. Tout le monde va parler pour dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire le mouvement, si c'est pas nous qui le dirigeons, le mouvement, les gens ils lui font dire ce qu'ils veulent. Soit Mélenchon, soit eux, c'est-à-dire eux, la CGT, ils disent si c'est un truc où c'est tout la CFDT et l'intersyndicale, c'est bah nous le 10 on en a rien à foutre, nous c'est juste sur le budget des revendications un peu floues. La CGT elle dit si vous inquiétez pas, nous on est d'accord avec tout le monde et tout ça, c'est tous ensemble, mais quand même c'est le 18 qui est le temps fort parce qu'après dans la suite du communiqué ils disent le 18 c'est historique, le 18 c'est la grève, oui, ça j'étais en train de le lire en même temps, ça c'est assez intéressant. Donc dans la deuxième page les amis que vous voyez à l'écran derrière, c'est l'aspect concret, en gros la conclusion. Et la conclusion elle démarre par le 18 septembre, c'est-à-dire qu'ils disent la grève se construit aussi dans les jours qui viennent autour de processus professionnels sectoriels de dossiers industriels. Hôpitaux parisiens, énergie à partir du 2 septembre, Pont-à-Mousson le 2 septembre, Novasco le 4, Owen Illinois le 9. Ce travail doit être poursuivi, prolongé et amplifié avec l'objectif de réussir une grève d'ampleur historique le 18 septembre. Donc là, déjà, c'est clair, c'est encadré, c'est en gras. L'objectif, c'est de réussir une grève d'ampleur historique le 18 septembre. C'est pas de réussir quelque chose d'historique le 10 et de le continuer le 18, d'accord? Et ensuite, dans ce petit truc que je vous stabilote, il est écrit donc conforter et développer les processus de lutte déjà engagés pour les inscrire dans la durée. Bon, je sais même pas ce que ça veut dire. Des fois, ils veulent rajouter des trucs. Construire la grève et des actions sur les lieux de travail partout où c'est possible le 10 septembre. Vous voyez bien, les amis, quand même, qu'entre eux, prolonger et amplifier avec l'objectif de réussir une grève d'ampleur historique le 18 septembre, ça n'a rien à voir à côté de dire construire la grève et des actions là où c'est possible le 10 septembre. Vous voyez bien que même si la CGT, oui, elle ne dit pas, elle dit pas on est contre le 10 septembre.
on est d'accord là-dessus. Elle dit pas on est contre, opposé, surtout le premier qu'on voit sortir le 10 septembre, on va le savater. Non, ils disent pas ça. Ils disent il faut construire là où c'est possible. Mais vous voyez bien que la réalité, c'est que cette note d'organisation, ce que l'objectif, il est de réussir une grève d'ampleur historique le 18 septembre. Et donc, quand tu as envie de réussir une grève d'ampleur historique, bah, généralement, t'évites de mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire de dire le 10 et le 18 aux gens. Tu vas prioriser et tu vas dire à tes collègues, parce que tu sais que Gérard, il est en galère, tu sais que Gérard, il a un crédit, que il a un gosse qui est en train de faire des études supérieures, qu'il est en train de mettre un peu de côté, que Gérard, il est en colère aussi, mais qu'il a pas non plus 1000 € à dépenser dans les grèves. Et tu sais que Gérard, peut-être tu peux le mettre en grève. Et ben, quand t'as un communiqué qui te dit, il faut réussir une grève d'ampleur le 18 septembre et qu'en même temps il te dit là où c'est possible le 10, bah les amis, tu choisis le 18. D'accord? Tu choisis le 18. Et si tu es à la CGT, tu fais le travail le 18, tu le fais pas le 10. Et c'est pour ça les amis que c'est profondément problématique. Les amis, si on vous dit ça, si on vous prévient, c'est pas par prophétie de la défaite. C'est parce que quand on comprend les mécanismes, quand on comprend les subtilités, quand on comprend les manœuvres, ça évite en fait d'être fataliste. Parce que le problème là, si on fait pas ce travail-là avec GG, si on n'explique pas en fait ce qui se cache derrière les tournures de phrases, ce qui se cache derrière les communiqués, qu'est-ce que les gens vont dire le 10? Admettons le 10, c'est un échec. Ah, les gens, de toute façon, ils pensent qu'à leur gueule, ils sont des individualistes, ils veulent pas se battre, ils sont machin, ils pensent qu'à leur gueule, ils veulent pas, ils veulent ceci, ils pensent qu'à leur poche. Ah, pour l'iPhone 12 000, il y a pas de problème, hein, l'iPhone 12 000, les gens, ils sont les premiers, hein, pour aller acheter, je sais pas quelle connerie de jeux vidéo pour leurs gosses. Ah, ça, ils savent, hein, ils connaissent les dates et tout, mais par contre, pour la lutte, il y a pas. C'est ça la réalité, les amis. Ça, les défaites, elles ramènent du fatalisme. Elle ramène du fatalisme. Le problème, c'est que nous, on ne pense pas que les défaites, elles sont le sous-produit de François et Karima qui ont acheté un iPhone 16 et qui préfèrent l'iPhone 16 que se lutter contre le système. Nous, on ne pense pas ça. Mais le problème, c'est que vous voyez bien que dans cette note d'organisation, que ceux qui sont censés expliquer, mobiliser les gens, on est en train de leur dire indirectement, faut que tu travailles le 18 et pas le 10. Que ta priorité, si tu dois faire un choix entre deux choses, ta priorité, c'est le 18. Le 10, c'est du plus, mais le 18 surtout. Et ça, c'est problématique, les amis. Et c'est pour ça que c'est hyper important ce qu'on est en train de vous expliquer, parce que ces choses-là, déjà, je pense qu'on est peut-être les seuls pour connaître beaucoup de chaînes Twitch, de zinzin soumis et de je sais pas quoi et de tout le monde. Oh bon gars, il y a que des gens, ils savent même pas c'est quoi un piquet de grève et ils sont là, oh machin, etc. Il y a que des radicaux à 2 francs 6 sous mais qui critiquent jamais et qui vont mettre jamais les mains dans la demeure pour aller expliquer ça, parce que ça, les amis, ça vous coûte, hein. Quand t'es syndicaliste à la CGT comme GG ou moi qui suis syndicaliste chez Sudrail, bah oui, critiquer la bureaucratie syndicale, les amis, en interne, tu te fais défoncer ta race. Tu te fais défoncer ta race. T'es un ennemi en fait. T'es un mec qui est là pour nuire. T'es anti-syndical. C'est ça la réalité. C'est pas juste gratuit. C'est que pour combattre contre ça, contre ces méthodologies-là, si on s'exprime pas en fait, derrière, il continue. Et moi, je pense qu'on a raison, et je le dis et je m'arrête là-dessus. S'il y a des militants syndicaux dans d'autres secteurs qui voient ce live-là, qui peut-être n'ont pas vu ces choses qu'on est en train de discuter, vous voyez qu'il y a une importance centrale, d'accord? Parce qu'il se joue, les amis, des événements. Quand l'imam Majoubi, il dégage, quand on chasse des migrants, tout ça, c'est concret, les amis. Là, on n'est pas juste en train de parler de communiquer. Derrière ces méthodes, derrière les victoires ou les défaites, il y a des enjeux vitaux. Il y a des enjeux de vie et de mort. Il y a, en fonction du gouvernement que tu as, la possibilité d'envoyer des armes et de soutenir un génocide ou non. D'accord? Parce qu'un gouvernement qui tombe, un gouvernement qui est face à des mobilisations immenses, qui est face à des usines occupées, il n'envoie pas en fait des armes. Il n'a pas que ça à faire, et il n'est pas en train de développer des budgets militaires, parce qu'il a une merde tellement profonde chez lui qu'il est en train d'essayer de voir comment régler cette merde-là, parce qu'il a une économie qui est totalement à l'arrêt et des gens qui sont en train de demander la tête du gouvernement.
Et que c'est pas pareil que si toi tu dis on fait le 18 parce qu'on veut un interlocuteur. Et cet interlocuteur, bah, c'est quand même Macron et c'est quand même celui qui continuera à soutenir l'impérialisme français, qui continuera à soutenir le génocide à Gaza, etc., etc. C'est pour ça que les amis, des victoires ou des défaites, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il y a des conséquences derrière. Quand tu gagnes, c'est pas la même chose. Quand tu perds, tu te retrouves avec des rotaillots, tu te retrouves avec des ministres qui vont dans les gares, qui vont aller traquer les migrants et les migrantes, avec un gouvernement qui finance un génocide, avec un gouvernement qui préfère faire de l'austérité, supprimer des jours fériés pour aller acheter des FAMAS et des F-35, etc., etc. C'est ça ce qui est concret. C'est pour ça que nous, on n'a pas envie que le 10 soit un échec et que derrière le 18 soit un petit bout de réussite. Nous, on a envie que le 10 soit réussi et que de ce 10-là, il y ait la possibilité que le 18 ou le 19 ou le 20, et ça soit aussi encore plus important et encore plus fort et plus radical. Ouais, je peux dire un petit truc peut-être pour conclure cette partie. Après, peut-être on peut passer à la suite ou je sais pas. Enfin, c'est ton live, donc fais ce que tu veux. Non, c'est ton live à toi aussi. Ouais. C'est chez toi. Non, mais en fait, je pense à un truc pour essayer de donner une vision un peu générale de ce qu'on vient de discuter. Regardez, il y a une bataille dans la séquence qui vient. Il y a une bataille qui va se jouer pour essayer d'imposer. Est-ce que c'est la ligne de Mélenchon ou est-ce que c'est la ligne des directions syndicales? C'est deux faces d'une même pièce. C'est deux manières d'empêcher que la classe ouvrière elle-même. Classe ouvrière, c'est au sens large, hein, c'est pas que les métallos en salopette à l'usine. C'est pour empêcher que les travailleurs, travailleuses, ils fassent de la politique eux-mêmes au travers de leur lutte, etc. Je vais m'expliquer. Soit Mélenchon, il veut imposer que c'est un mouvement contre Macron. Il dit le 10, on bloque Macron, etc. Et donc après, il n'est pas contre les grèves, les gens qui s'expriment sur d'autres choses et tout ça, les mouvements, tout ça. Mais voilà, c'est plus contre Macron parce que lui, ce qui lui va, c'est des journées même qui s'enchaînent, etc. Et Anas tout à l'heure il disait même il n'est pas contre que des grèves elles soient victorieuses. Oui, c'est vrai jusqu'à un certain point, c'est-à-dire victorieuses, voilà, pour même contre la réforme des retraites, pourquoi pas et tout. Mais il faudrait pas trop parce que sa stratégie c'est pas que c'est par la grève. On va regarder l'extrait après. Changer les choses. Ouais, et qu'on va changer les choses importantes. Et qu'on va poser la question politique et la question du qui dirige cette société, etc., etc. Donc la grève victorieuse, oui, mais tranquille quoi, petite victoire au mieux. Donc Mélenchon, c'est ça. Il veut imposer que c'est plutôt un truc qui à la fin est un débouché électoral dans le municipal, législatif et surtout présidentiel. Les directions syndicales, c'est l'inverse. Vous voyez que quand on dit il y a une séquence avec une crise politique et une crise sociale, c'est ça la bataille qui va se jouer. Est-ce que c'est la crise politique qui prime ou est-ce que c'est la crise sociale qui prime, si vous voulez? C'est-à-dire les directions syndicales, plutôt, elles vont vouloir que ce qui est sur le devant de la scène, c'est plutôt les revendications de budget, retraite, etc., etc. Et ça, pourquoi je dis c'est deux manières d'empêcher que la classe ouvrière, elle fasse de la politique elle-même? Parce que ces deux choses, elles empêchent que nous, on ait nos propres revendications et qu'on fasse le lien entre les deux. C'est-à-dire soit la classe ouvrière, elle est condamnée à juste voter pour Mélenchon ou pour un prochain de gauche, un prochain Mitterrand pour le dire vite, soit elle est condamnée dans ses luttes à juste essayer de résister face aux attaques de n'importe quel gouvernement, comme dit les directions syndicales. Et nous, ce qu'on pense, c'est que les luttes elles-mêmes, elles peuvent essayer de lier ces deux choses-là. Et donc, il faut les lier dans nos revendications aussi. Donc, ça veut dire que, par exemple, on a entendu déjà dans certaines luttes, notamment dans les Gilets jaunes, Macron démission. Donc, on pense que dans la lutte, il faut qu'il y ait la démission de Macron. On a fait toute une campagne, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la Ve République et pour penser qu'au travers de nos luttes, on peut attaquer la Ve République, supprimer la fonction présidentielle, le Sénat, que tous les politiciens, ils soient, que n'importe quel député d'une assemblée, il soit sur salaire ouvrier, qu'il soit révocable à tout moment, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on a discutées et que je pense vont revenir aussi sur le devant de la scène. C'est-à-dire, on va être amené déjà à s'auto-organiser, c'est-à-dire par assemblée générale, coordination, à reprendre le mouvement en main. Parce que c'est ni Mélenchon, ni Sophie Binet, ni Marie-Lise Léon qui va faire gagner quoi que ce soit à ce mouvement septembriste, comme il dit Mélenchon. Donc il va falloir qu'on s'auto-organise et qu'on pense nos revendications et qu'on fasse le lien entre les questions de démocratique, il y a presque plus de démocratie dans le pays, et de questions sociales. Donc ça, c'est la truc générale que je voulais dire. Et après, je sais pas si...
s'il reste encore beaucoup à dire sur ça, parce que maintenant, après, on va pas faire politique fiction en disant qu'on va voir. On va finir avec Mélenchon et le moment politique. Et voyez-vous, nous ne nous contenterons pas d'être à l'offensive à l'Assemblée avec la motion de censure, comptant sur le fait que le gouvernement, en bon stratège que nous sommes, enfin, on est là pour ça, sinon à quoi bon faire un mouvement politique? Et à quoi bon écrire que nous sommes une organisation qui prône la révolution citoyenne? Qu'est-ce que la révolution citoyenne, sinon le pouvoir du peuple s'exprimant à travers des institutions politiques? Donc, qu'est-ce que la révolution citoyenne, sinon le vote, les amis, hein. C'est ça ce qu'il dit, hein. La révolution citoyenne, c'est pour mettre une affiche derrière dans sa chambre. Mais sinon, ça veut juste dire faut voter pour une organisation politique. Ce qui est en panne aujourd'hui, c'est que les autres ont coupé le chemin entre la protestation de la société et son expression politique dans les institutions. C'est pourquoi nous avons toujours une offensive institutionnelle, parce que nous sommes là pour ça, pour simuler l'action populaire, mais pour l'exprimer politiquement, pour qu'elle puisse se dérouler pacifiquement. C'est incroyable, hein. Et le mec, il a applaudi de ouf, hein. Donc là, il explique que en fait, l'objectif, c'est que la colère, derrière, elle finisse par un débouché institutionnel, et vous allez voir passif. Bah, de toute façon, si tu veux un débouché institutionnel, tu veux un débouché pacifique, etc., etc. Tu veux la tranquillité de l'État. Dans le chat, on attend l'autocritique de Poupée Toto, là. Vas-y. Que nous sommes institutionnels, pas parce qu'on est plus réformiste que d'autres. Attendez, pardon. Nous avons toujours une offensive institutionnelle, parce que nous sommes là pour ça, pour simuler l'action populaire, mais pour l'exprimer politiquement, pour qu'elle puisse se dérouler pacifiquement. C'est parce que nous sommes pacifiques que nous sommes institutionnels, pas parce qu'on est plus réformiste que d'autres. Et je demande à la bonne bourgeoisie, qu'est-ce que vous préférez, que les gouvernements tombent? Écoutez ça, hein. Ah, la bourgeoisie, les bourgeois, vous voulez quoi? Vous voulez vous faire retourner par les travailleurs? Vous voulez tout perdre? Vous voulez qu'il y ait moyen de moyenner? C'est ça, les amis. Écoutez bien, hein. Écoutez bien. Il envoie un message à la bourgeoisie parce qu'il s'exprime aussi. Il s'exprime de sa position vis-à-vis de la bourgeoisie. Et il leur dit, moi, je suis une alternative pacifique pour vous. Je suis une alternative institutionnelle. Avec moi, il n'y a pas d'expropriation de la propriété, des moyens de production, etc., etc. Il n'y a pas Bernard Arnault, vous inquiétez pas. Au pire, on discutera, on prendra un petit peu, on verra si j'arrive demain. Mais moi, je suis pas communiste, je suis pas anticapitaliste. Moi, j'ai un autre business à vous proposer. Et vous voyez qu'il y a de la colère. Vous voyez que ça chauffe dehors. Vous voyez tout ça, que les gens, ils en ont marre. Donc, soit, en fait, vous me faites confiance et vous voyez que moi, je suis en train de dire à ces gens-là, il faut voter, il faut rester dans un cadre pacifique, soit vous allez vous retrouver dans la merde. Écoutez bien les amis, là la séquence qui arrive. Parce que les assemblées ont voté, nous sommes institutionnels, pas parce qu'on est plus réformiste que d'autres. Et je demande à la bonne bourgeoisie, qu'est-ce que vous préférez, que les gouvernements tombent parce que les assemblées ont voté ou parce qu'il y a des kilomètres de barricades? Eh bien, nous avons fait tomber un gouvernement, celui de M. Barnier, sans tirer un seul coup de fusil, ni mettre un mètre de barricade. Mais nous l'avons fait tomber. Et son budget avec. Et si d'aucuns n'étaient pas venus à la rescousse, le suivant non plus n'y serait pas arrivé. Alors, que ferez-vous après? Eh bien, nous passerons au suivant. À moins que le chef de l'État, tirant la conclusion que tout le monde a déjà présent à l'esprit, c'est qu'il est de trop. Il a dit qu'il ne dissoudrait pas une nouvelle fois, alors qu'il s'en aille, et il y aura des élections. Et je vous annonce que nous nous soumettrons aux résultats des élections. Un jour, dans une émission, quelqu'un, croyant me prendre au dépourvu, dit « Eh, si les fascistes gagnent, est-ce que vous accepterez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Oui, mais on prévient les fascistes. » Il a dit, on nous a même dit un jour, si les fascistes gagnent, qu'est-ce que vous ferez? Il a dit, on respectera, mais nous nous soumettrons, mais attention. Il a dit attention, hein. Mais oui, attention quoi? Tu leur diras attention quand tu seras dans les camps d'internement et de concentration, quand tout sera écrasé, parce que les amis, le fascisme, d'accord?
Il faut arrêter de jouer avec le fascisme. Le fascisme, c'est pas Rotaillot, je vais courser 3 migrants et j'expulse un imam, etc. Le fascisme, les amis, c'est la destruction des organisations du mouvement ouvrier. D'accord? C'est ça. Il y a pas de parlement, il y a pas d'assemblée nationale, il y a rien du tout. On expose tout. Les dirigeants de la CGT, ils sont enfermés, sinon assassinés. Les dirigeants de la France Insoumise, ils sont exilés, enfermés ou assassinés. C'est ça le fascisme, d'accord? C'est les camps de concentration, les camps d'internement, c'est la répression policière et militaire. Donc c'est pas en fait, tu dis, les fascistes, Hitler, il a gagné, je respecte, mais j'attends quand même, si Hitler, il déconne un peu sur des lois ou sur des trucs, hop, là, on va utiliser les moyens, je sais pas quoi. Écoutez, moi, j'ai été choqué quand j'ai entendu ce truc-là. Je pensais pas qu'il allait aller si loin dans je suis plus institutionnel que l'institution. Au premier manquement à l'état de droit... Je remets un. Pardon. Après, nous passerons au suivant. À moins que le chef de l'État, tirant la conclusion que tout le monde a déjà présent à l'esprit, c'est qu'il est de trop. Il a dit qu'il ne dissoudrait pas une nouvelle fois, alors qu'il s'en aille, et il y aura des élections. Et je vous annonce que nous nous soumettrons aux résultats des élections. Un jour, dans une émission, quelqu'un, croyant me prendre au dépourvu, dit « Eh, si les fascistes gagnent, est-ce que vous accepterez ?» Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre ? Oui, mais on prévient les fascistes. Au premier manquement à l'état de droit, au premier manquement à la liberté, au premier manquement au devoir d'égalité et aux abus de votre racisme et de vos violences, quick, vous aurez les barricades. Alors je dis aux gens, allez, pour la tranquillité publique, mieux vaut élire les insoumis, parce que ceux-là, ils savent y faire. Ils savent y faire. Regardez, quand on a dit, ça sera tout le programme, rien que le programme. Ah, quelle horreur, Mélenchon, sectaire, ceci, cela. C'est incroyable, hein. C'est... Waouh. Non, mais incroyable. Il est très clair. Il a dit, vous aurez les barricades. C'est pas lui, hein. Il a pas dit attention lui. Parce que lui, il va rien faire. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a le fascisme. Non, lui au contraire, il a une garantie contre les barricades et pour la stabilité. Déjà, le fascisme est à la première atteinte au droit, à l'état de droit, la première atteinte aux libertés. Déjà, c'est quoi comme organisation fasciste? Une organisation fasciste qui n'atteint à aucun état de droit, à aucune liberté. C'est quoi cette organisation fasciste? Macron, il est pas fasciste et il a déjà atteint à l'état de droit et aux libertés. François Hollande, je vais dire c'est n'importe quoi. Interdire les manifs contre la loi El Khomri, interdire les manifs Palestine en 2014. Manuel Valls, il était pas fasciste ni François Hollande. Ils ont déjà atteint qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et en plus, il dit pas, nous en tant qu'insoumis, on va faire je sais pas quoi. Il a dit, vous aurez les barricades. Donc en gros, à la bourgeoisie, parce que les amis, hein, le début de l'extrait, c'est il s'exprime aux grands bourgeois, machin. Il leur dit, frère, plutôt que d'avoir les fascistes et d'avoir les barricades et machin, vaut mieux choisir insoumis parce que c'est la carte de tranquillité et c'est la paix, etc. Parce que nous, on sait comment faire avec le peuple de gauche et on sait comment faire en sorte que tout le monde reste tranquillement. C'est pour ça, les amis, que vous voyez que la position de Jean-Luc Mélenchon de soutenir le 10, c'est normal, et de soutenir le 18, de rien dire vis-à-vis de la position des organisations syndicales qui sont là, vous le voyez, lui, il est pas pour des kilomètres de manifestations et de barricades, il est pour que derrière, il y ait un débouché institutionnel, parce qu'il le dit, sinon, on ne serait pas une organisation politique institutionnelle, etc. Je propose qu'on ferme cette parenthèse-là, et qu'on passe... Ah, vas-y. Je prépare mes defs. Ouais, je regarde le chat en même temps et regardez le lien entre les deux qu'on vient de discuter, c'est que il y en a, ils pensent que oui, bon, ok, Mélenchon, il vient de dire que lui, il propose la voie institutionnelle, mais bon, ça veut pas dire qu'ils ont un rapport opportuniste à la lutte de classe, tu vois, ou aux mobilisations populaires. Genre, en gros, ce qu'ils veulent dire, les gens dans le chat, je sais plus qui disait ça, c'est, voilà, bon, si la lutte, elle va loin et tout, ils vont quand même laisser faire, encourager, ils seront contents et tout. Mais en fait, regardez que ce qu'il dit Mélenchon, en fait, c'est prendre Mélenchon pour un con. Mélenchon et son groupe politique, c'est pas des cons, c'est des gens qui ont une vraie stratégie, qui vont se battre pour. Et regardez toutes les expériences de gouvernement de gauche, mettez-le en relation avec la lutte de classe. C'est
le message du gouvernement de gauche, c'est il ne faut pas déranger le gouvernement qui est en train d'agir, il faut lui laisser le temps d'agir, il ne faut pas perturber en mettant de l'instabilité sociale dans le pays et par exemple des barricades et etc. Donc le lien, quand Anna, si vous montre cet extrait, c'est pas pour extraire un petit mot où il a dit pacifique ou institutionnel et pour dire vous voyez c'est un traître en puissance. C'est que c'est des gens qui ont une stratégie, ils sont intelligents, cohérents avec leur stratégie, il y a pas de souci. Et que pourquoi on en discute par rapport au truc de lutte de classe qu'on discutait avant? Pour ça, parce que du coup, oui, ils sont pas dérangés par la lutte de classe jusqu'à un certain point. C'est-à-dire ça va quand ça met une ambiance dans le pays de gauche, etc. machin, mais à la fin, il faut que cette ambiance de gauche, elle se traduise électoralement. Sinon, regardez, Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, Mitterrand en France un peu plus tôt, quoi, dans les années 80. Regardez que c'était toujours la même chose. Ça désarme les mobilisations. C'est pas genre non mais ils sont de gauche donc ils sont sympas, ils vont laisser faire et puis après c'est nous si on est trop nul ou si on est fort on va lutter, ils vont nous faire des temps décisifs. Jamais de la vie c'est comme ça. La fameuse phrase de Maurice Thorez durant les grèves de 1936, Maurice Thorez, secrétaire du Parti communiste français, il dit il faut savoir arrêter une grève quand on a obtenu satisfaction. Il disait c'est nous la gauche. Léon Blum il disait mais pourquoi vous faites grève ? Pourquoi vous luttez? C'est nous, la gauche, qui sommes au pouvoir. Laissez-nous gouverner, laissez-nous faire. Arrêtez de manifester, arrêtez de bloquer les usines, les entreprises. À l'IND, il y avait des occupations, il y avait des cordons industriels, notamment dans le cuivre. Et à l'IND, avec la bureaucratie syndicale, ils demandaient de lever les occupations parce qu'ils disaient qu'il y a des usines qui appartiennent à la Suisse, qu'il y avait des usines qui appartenaient au pouvoir anglais, etc., etc. Et que derrière, en fait, ils allaient perdre du soutien des autres puissances impérialistes, etc., etc. Et en fait, c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est faux. Le truc de nous, on marche sur deux pieds, le pied de la lutte, le pied de machin. Parce que quand t'as gagné, quand t'as réussi, déjà, les gens, ils vont pas lutter spécialement. Enfin, moi, je vous le dis, quelqu'un qui vote pour un programme à gauche, et si c'est cette personne-là qui est élue, la personne, elle prévoit pas de faire grève contre le gars qu'elle a élu. Parce que sinon, elle va dire, bah, à quoi ça sert d'avoir voté pour toi si je dois en plus faire grève contre toi? T'as dit que fallait voter pour toi parce que tu fais tout le programme. Je vois pas pourquoi. Moi, si je fais ça, c'est pour éviter de perdre de l'argent. C'est pas pour refaire encore plus grève que je l'ai fait avec Sarkozy, Chirac ou je ne sais quoi. Donc c'est faux, en fait, déjà même de croire que les gens, en fait, ils vont t'élire et puis après ils vont continuer à lutter. Mais contre qui? C'est toi le pouvoir, c'est toi qui es au gouvernement. Faut que je lutte contre qui exactement? Je fasse grève contre qui? Contre quoi? Ça n'a même pas de sens. Et vous voyez, comme l'a dit GG, la réalité, c'est qu'à un moment donné, la lutte, ça reste aussi un peu folklore et que même quand il dit grève générale, Trotsky disait une phrase magnifique. Il disait la grève générale, c'est la grève qui pose la question de qui doit être le maître de la maison. Trotsky disait ça dans un livre magnifique qui est un recueil de textes Où va la France, où il analyse la situation en France, notamment entre 1934 et 38, et il parle de la grève générale et il dit la grève générale n'est pas un jeu de cache-cache. La grève générale n'est pas une simple journée de 24 heures. Il dit la grève générale est une grève qui pose la question de qui doit être le maître de la maison demain. Elle pose une question de pouvoir et de lutte politique. Et c'est pour ça que dire on est pour la grève générale, mais dire moi au final je suis pour le pacifisme et la tranquillité. Vous voyez, sans barricade, on a fait tomber. En plus, je trouve que c'est, enfin, il y a une manière en plus de s'auto revendiquer des victoires. On a fait tomber Barnier, on a fait tomber machin. Frérot, qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, croire que c'est parce que t'as été au Parlement, c'est toi qui as fait tomber Barnier, que c'est pas la situation politique, c'est pas la crise dans le pays qui fait tomber les gouvernements, c'est assez bizarre. Parce que je vous le dis, les amis, hein, s'il n'y a pas la colère qui s'exprime autour du 10, s'il n'y a pas une spontanéité dans des secteurs, dans les réseaux sociaux, des groupes qui se mettent en avant et qui commencent à préparer la nécessité de bloquer le pays, s'il n'y a pas un début de crise à la rentrée, le Rassemblement national, les amis, ne vote pas la censure. Le Rassemblement national ne fait pas tomber Bayrou, parce qu'ils l'ont pas fait tomber au début de l'année. Et Bardella l'a dit, il a dit non, on n'est pas là pour jouer avec le budget de la France, etc. Et le Parti socialiste ne fait pas tomber Bayrou non plus. Donc en fait, même si la France insoumise fait comme elle l'a fait au début de l'année contre Bayrou, elle pose une motion de censure, il se serait retrouvé seul. La différence, c'est qu'en fait, aujourd'hui,
le RN et le Parti Socialiste, notamment parce qu'il y a les élections municipales qui vont arriver, et qui voient qu'il y a une colère massive. Parce que quand je vous dis quand il y a 89% des gens de la population française qui est opposée, dans les 89%, tu as une grande partie des électeurs du Rassemblement National, tu as une grande partie des électeurs du Parti Socialiste, et que oui, tu ne peux pas en fait, toi, soutenir le budget, alors que moi, ton électeur, j'ai montré dans les instituts de sondage que je suis opposé et je suis même prêt à m'organiser dans les réseaux sociaux pour lutter le 10. Donc vous voyez pourquoi en fait, faut à un moment donné tranquille quand on revendique qu'on a fait tomber des gouvernements sans barricade ni rien du tout.